Bonjour ou bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance. Nous sommes vendredi 16 octobre 2020. Bienvenue à cette édition du journal en français. D'abord, les principaux titres. La criminalité continue d'être une réalité au Burundi. Encore sans vie d'un homme a été repêché dans la rivière Rusizi ce jeudi soir. Au niveau de la colline Marambo 2, dans la commune Rugombo, en province Chibitoke, cet homme a été étranglé et poignardé au niveau de la poitrine. L'appel du gouvernement du Burundi à la chasse aux rwandophones se trouvant sur son territoire risque d'aboutir à une recrudescence de violence, selon Emmanuel Ndereimana, secrétaire général et porte-parole de la coalition Sephora Arusha. Vous allez le suivre dans ce journal. Le 16 octobre, c'est la journée mondiale de l'alimentation. Dans son discours de circonstance, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, implore le monde entier à produire plus de nourriture dans cette période de la pandémie de la COVID-19. Le développement de ces titres dans quelques poussières de secondes. Encore une fois, bienvenue. Le soir de ce jeudi, encore sans vie d'un homme est retrouvé dans la rivière Rusizi par la Croix-Rouge en collaboration avec la police. Ce corps déjà en décomposition n'a pas pu être reconnu par l'administration de base dans cette localité. Les traces d'une corde au niveau du cou et une cicatrice au niveau de la poitrine permettaient de voir que cet homme a été étranglé et poignardé à l'aide d'un couteau. Le risque des crimes de masse est évident. C'est la crainte exprimée par Emmanuel Ndereimana, secrétaire général et porte-parole de la coalition Sephora Arusha, suite à l'appel du gouvernement de dénoncer et arrêter toute personne parlant Kinyarwanda. Il a dit dans l'émission Club de la presse animée par Franck Kaze. Ça commence toujours par là. Juste des petits signaux qui évoluent, qui grandissent. Et après, boum, les gens commencent à ouvrir les yeux, se poser des questions. C'est arrivé jusqu'à ce niveau, on était où? C'est plutôt à ce moment où on vient de semer cette graine qu'il faut l'étouffer avant qu'il ne grandisse et produise des étincelles qui peuvent causer des dégâts énormes, que ce soit pour le Burundi à l'intérieur du pays, que ce soit pour les pays voisins, la sous-région même peut être envahie. Parce que le Burundi a des pays amis. Oui. Et dans ces pays amis qui ont presque la même politique avec le Burundi, il y a aussi les rwandophones. On risque d'être traqués. Ouais. Vous comprenez? Alors, c'est une ramification facile. Les gens peuvent épouser cette idée. C'est pourquoi et la communauté internationale et les Burundais eux-mêmes, dans leur conscience, doivent être très prudents. Voir pourquoi maintenant le pays, le Burundi, décide d'apporter ce sujet, de traquer les gens qui parlent le Kinyarwanda. Peut-être qu'ils veulent attaquer le Rwanda, ils veulent provoquer le Rwanda. Moi, je me dis, ils veulent provoquer le Rwanda. Parce qu'en traquant les Rwandais au Burundi, vous agressez leur pays d'où ils sont venus. Vous comprenez? Or, on ne peut pas vivre un pays avec le seul peuple burundais. Il y a des étrangers. Bientôt, on va nous dire, on va traquer les francophones, on va traquer les anglophones, on va traquer les swahilophones. Où nous allons finalement. Après, lorsque tout le monde sera parti, ce seront les kironophones. Vous comprenez? Aujourd'hui, les prisons, que ce soit à Gitega et d'autres prisons à travers le Burundi, c'est plein de ces gens, soi-disant, rwandophones, qui ont été arrêtés à gauche à droite. On ne sait pas si ils sont encore en bon état de torture et tout et tout. On a signalé un cas de mort à Kirundo. On ne sait pas encore, on est en train de demander à gauche, à droite comment ça se passe. Au risque de tomber dans un gouffre sans nom. Vous comprenez? Donc la sous-région maintenant est en danger. Ce n'est pas seulement le Burundi. Parce que les rwandophones qui sont... Parce que moi, quand je regarde, le projet vient d'où? J'ai entendu la même appel du côté du Congo à Uvira. C'était sur le WhatsApp. Quelqu'un qui parlait qu'il faut traquer tous ces Rwandais-là, qui parlent le Kinyarwanda. Alors, oui, c'était un citoyen. Donc, c'était juste après... non, c'était avant. C'était avant. C'était avant. Un appel comme ça. Ça veut dire que je comprends que cette personne était au courant
de ce qui se préparait quelque part. Et Gitega, alors, vient de mettre le tout au vu et au su de tout le monde. C'est un projet de l'État. C'est dommage. Et il faut vraiment que les gens se lèvent pour arrêter de telles mesures. Emmanuel Ndereimana est le porte-parole de la coalition CEFOR Arusha. Le processus de rapatriement de réfugiés risque d'être perturbé suite à l'appel du gouvernement de dénoncer toute présence de rwandophones. Selon Jean-Georges Kibogora, journaliste à la radio Inzamba, les Burundais réfugiés au Rwanda qui avaient l'intention de rentrer peuvent avoir peur d'être victimes de cette chasse à l'homme. Jean-Georges Kibogora était également invité dans l'émission Club de la Presse. Ça va handicaper très sensiblement le mouvement de rapatriement. Le mouvement de rapatriement. Qui était en cours. Mon collègue le disait tout à l'heure. Maintenant, je constate une certaine contradiction quand on fait un appel aux réfugiés qui sont à l'étranger, et surtout au Rwanda, de rentrer, et qu'ils sont des rwandophones maintenant, parce qu'après 5 ans d'exil, maintenant les gens, ils ont beaucoup plus l'accent rwandais. Tout à fait. Donc ça va bloquer ce soi-disant projet de rapatriement. Non, ça c'est connu. Et puis, autre chose maintenant, ça va aussi handicaper les mouvements de va-et-vient, les mouvements de va-et-vient entre le Rwanda et le Burundi. Maintenant, les Rwandais n'auront plus la volonté d'aller au Burundi et vice-versa. Il a parlé de la fermeture des frontières, donc de toute façon c'était déjà pas facile d'aller au Burundi ou d'aller venir au Rwanda. Et qu'en est-il du reste du monde? Est-ce que cet appel ne risque pas d'avoir, de causer une certaine perception négative de la part de la communauté internationale? Oui, la communauté internationale savait déjà que les relations entre le Burundi et le Rwanda sont au point mort. Maintenant, c'est un signe de plus. Non, je veux dire, ce que je veux dire, c'est par rapport aux conséquences possibles de cet appel qui peuvent avec des dérapages possibles. Oui, maintenant déjà sur la sous-région, vous comprenez, vous savez ça tout aussi bien que moi, que il y a un sommet qui vient de se tenir par vision conférence. Le président le Burundi n'a pas participé. Pourquoi le Burundi n'a pas participé? C'est notamment à cause de ces problèmes de relations entre le Burundi et le Rwanda. Et maintenant, ça va exacerber ces mauvaises relations, je suppose. Dans la suite de notre série de reportages dans l'émission Parcours Ayonabo Onye de la télévision Renaissance, aujourd'hui vous allez suivre l'extrait de témoignage de Kanweko Serge Georges, l'une des victimes de la crise de 1972. Son père a été convoqué par le chef de zone d'alors et il n'est pas revenu. Suivez. Je m'en rappelle, c'était un jeudi. Je devais aller à l'école. Vous connaissez l'éducation des enfants de la campagne. Nous nous réveillons très tôt le matin et étant que premier garçon, je devais faire un feu pour réchauffer le grand bétail. J'ai vu quelqu'un à l'entrée. Il a demandé si mon père était là. Même si j'étais petit, j'étais intelligent. J'étais en 2e année primaire à Mugano. J'ai dit qu'il n'était pas là. Mais mon père, à travers la fenêtre, a répondu qu'il était là. Il a répondu qu'il venait de passer quelques jours à la maison suite à un accident de voiture. Il ne se reprochait de rien. Le policier de la zone Viuya a dit que c'était le chef de zone qui l'avait envoyé chercher mon père. Ma sœur et moi étions les seuls à étudier. Nous sommes partis à l'école ce jour-là. Au retour de l'école, ce soir, nous avons vu beaucoup de personnes à la maison. Maman, nos 2 tantes paternelles mariées et habitant non loin de chez nous et d'autres. Tout le monde pleurait. On m'a dit que papa était mort. Dans ma tête, j'étais plutôt content parce que personne n'allait plus me taper à la maison. J'étais un enfant. En grandissant, j'ai compris que papa me tapait simplement pour me corriger. Comment s'appelait votre père? Il s'appelait Bissiduka Patrice. Je me rappelle, sur notre colline, il y avait 6 maisons à toiture en tôle. L'une appartenait à mon oncle paternel, Lufthiriza Gervin, une autre au fils de Chiba de Germain, qui était militaire, une autre à mon père, une autre au fils de Suburundi, dont je ne connais pas le nom, une autre à un enseignant appelé Tangi Gomba, qui a aussi été tué,
et la dernière appartenait à mon oncle maternel, Tite Mabganayo, qui lui aussi était militaire. Sa maison était non loin de celle de mon grand-père maternel. De toutes ces personnes que j'ai mentionnées, seul mon oncle paternel, Gervin Lufiriza, a pu échapper à la mort parce qu'il avait pris le chemin de l'exil et s'était réfugié en Tanzanie. Vous mentionnez des maisons avec toiture en tôle. Est-ce que cela était l'un des faits qu'il est reproché? Ce n'était pas la raison principale, mais peut-être en était-ce une. Une toiture en tôle était un signe de prospérité. Il leur reprochait d'être des personnes aisées. Ces dernières étaient les premiers ciblés. Vous savez, mon père n'avait même pas fait d'études. Mon oncle paternel était le conseiller communal. Germain était un Tutsi militaire. Il était notre voisin. Il a été victime de cette crise. Peut-être se sont-ils trompés sur lui. Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que faisait le fils de Suburundi, mais il travaillait à Bujumbura. Germain était militaire Tutsi? Oui, il était Tutsi, mais de mère Hutu. Il a peut-être été victime de l'ethnie de sa mère. Vous allez suivre l'intégralité de ce témoignage à la fin de cette semaine sur toutes les plateformes de diffusion de la télévision Renaissance. La suite de ce journal, c'est après cette transition. Intama mu bwitonzi bwayo iyo ntama mu gacerere kayo iyo ntama mu ko guhora kwayo iyo ntama mu kwibera mu kuri irigwa irarenganywa harabaye ubwicanyi burenze abantu baratabwe mu nzuzi. Il y a eu trop de tueries. Des gens ont été jetés dans des rivières. Des gens ont été enterrés avec des corps mutilés. C'était sous son règne. Alors, avec toutes ces personnes tuées, cet homme était-il réellement en train de travailler pour être le guide permanent? Est-ce que ceux qui lui succéderaient partiraient de ce bilan pour faire pareil? Autre chose. De sa propre bouche, il a parlé lui-même de ceux qui périront comme de la farine emportée par le vent. Il a qualifié lui-même des gens de chiens enragés. Est-ce un langage digne qui lui vaudrait ce titre dans un contexte pareil? Les Burundais qui ont tout laissé derrière eux, qui ont fui à l'étranger, qui sont malheureux dans l'exil, c'est évident qu'il a échoué quelque part. Le Burundi est le pays le plus corrompu. Ça se dit partout. Il fait partie des 3 pays les plus pauvres. Alors, ces enseignements pour l'amour du pays, c'est vrai qu'il l'a fait, mais il a échoué. Si nous disons les choses telles qu'elles sont, je ne pense pas que l'actuel chef de l'État mérite cette médaille. Je pense d'ailleurs qu'il peut même être traduit devant la justice. Moi, je pense que si la loi est respectée, je ne risque rien. Mais je ne peux pas ne pas avoir peur. Parce qu'il n'y a personne qui vit au Burundi aujourd'hui qui n'a pas peur. Je suis convaincu que quand mon heure sonnera, il n'y aura plus rien à faire. Donc, au lieu de vivre 100 ans sur terre à applaudir des escrocs et des menteurs, je préfère mourir tôt en laissant un bon héritage pour montrer que nous ne sommes pas tous des bénis oui-oui. Je parlerai jusqu'au bout parce que j'ai vu qu'il y en a qui ont été victimes de leur silence, qui n'ont jamais rien dit. Et nous étions témoins quand ils ont été tués. Fabien Banchigianino est incarcéré à la prison centrale d'Omhimba. Il y est enfermé depuis le 8 octobre de cette année. L'ancien député est poursuivi pour ses propos qu'il a tenus alors qu'il était encore membre de l'Assemblée nationale. Fabien Banchigianino est accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État et de dénonciation calomnieuse. Il a été arrêté le 2 octobre dernier. La journée mondiale de l'alimentation est célébrée le 16 octobre de chaque année, sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Cette date a été retenue car c'est celle de la fondation de la FAO en 1945. Dans son discours de circonstance, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, aujourd'hui a lancé un appel au monde entier de s'engager de plus en plus à la production de la nourriture dans cette période où le monde entier fait face à la pandémie de coronavirus. Suivez.
The award of this year's Nobel Prize for Peace to the United Nations World Food Programme recognizes the right of all people to food and our common quest to achieve zero hunger. In a world of plenty, it is a grave affront that hundreds of millions go to bed hungry each night. The COVID-19 pandemic has further intensified food insecurity to a level not seen in decades. Some 130 million people risk being pushed to the brink of starvation by the end of this year. This is on top of the 690 million people who already lack enough to eat. At the same time, more than 3 billion people cannot afford a healthy diet. As we mark the 75th anniversary of the United Nations Food and Agriculture Organization, we need to intensify our efforts to achieve the vision of the Sustainable Development Goals. That means a future where everyone, everywhere, has access to the nutrition they need. Next year, I will convene a food system summit to inspire action towards this vision. We need to make food systems more resistant to volatility and climate shocks. We need to ensure sustainable and healthy diets for all and to minimize food waste. And we need food systems that provide decent, safe livelihoods for workers. We have the know-how and the capacity to create a more resilient, equitable and sustainable world. On this World Food Day, let us make a commitment to grow, nourish and sustain together. Page Justice pour continuer ce journal. Les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent aujourd'hui 361 jours d'incarcération. La Cour d'appel de Nahangwa a décidé de les maintenir en prison vendredi 5 juin 2020. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et à une amende d'amiaux chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Egide Harerimana ont été arrêtés à Musigati en date du 22 octobre 2019. Elles sont accusées de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et enfin, page internationale pour clore ce journal. Ce jeudi, le Rwanda a reçu un prix dénommé Courage to Kaya Award, une récompense pour les efforts fournis dans la lutte contre la COVID-19. Ce prix a été décerné par ICAP, Institut chargé de la santé à l'Université Columbia, basée aux États-Unis d'Amérique. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci aussi à toute l'équipe de production. Au revoir.